Je voudrais d'abord dire en introduction que je suis extrêmement frappé de la différence entre ce qui nous est exposé, ce qui vient de nous être exposé par Christian Cruelier, et puis les conditions dans lesquelles l'archéologie a commencé à Charavine. Au lac de Paladru, lorsque nous avons commencé, on était bien loin de ces programmations, bien loin de ces réflexions organisées. Et par conséquent, ce dont je vais essayer de vous rendre compte rapidement, c'est plutôt de la préhistoire de l'archéologie que d'archéologie à proprement parler. Je voudrais dire aussi que, puisque je suis ici et que j'ai été invité à parler dans cette ville, je voulais dédier cette intervention à André Matthijs, qui a été un de mes collègues et amis de 30 ans, 40 ans, je ne sais plus ce qu'il faut dire, et qui est venu au lac de Paladru, a travaillé avec nous et a été aussi à l'origine de certaines des conclusions que nous avons pu tirer. Voilà, alors je vais vous parler rapidement, le plus rapidement possible, il faudrait y passer des heures, d'un site lacustre préalpin qui est connu au départ, dès le XVIIe siècle, par un réseau de légendes, mais le site lui-même n'était pas connu. C'est dans le lac qu'on savait que quelque chose se passait, et on y voyait l'intervention, bien sûr, du diable, l'intervention donc des légendes de toutes sortes. Et puis, on a commencé à s'intéresser à l'aspect plus archéologique au XIXe siècle, mais à l'époque, on était influencé par des théories sur les cités lacustres dans l'ethnologie comparative que l'on faisait à l'époque, et par conséquent, on n'est pas allé plus loin en se posant des questions sur les variations des niveaux de lac, sur les problèmes de la morphologie de la construction. Donc, on a identifié les 3 sites du lac de Paladru progressivement, mais avec une méprise de départ qui a influencé d'une certaine manière la publication. Alors, je vais rapidement vous parler de la problématique, des méthodologies utilisées, quelques-uns des résultats, et puis je vais insister sur l'élargissement de l'étude. Je ne voudrais pas abuser du privilège qui m'est donné de parler aujourd'hui, mais tout de même, je souhaite dire que si nous avions obéi à la programmation, si je n'avais pas outrepassé les textes administratifs, si je n'avais pas parfois outrepassé les injonctions juridiques, nous aurions arrêté la fouille. J'ai eu les gendarmes parfois à la porte de mon chantier sur dénonciation de l'administration. Et au début, je n'ai pas eu d'autorisation de fouille parce que le Conseil national de la recherche archéologique, auquel j'ai ensuite appartenu, mais à cette époque-là, j'étais un jeune étudiant et par conséquent pas crédible, avait décrété que le site n'était pas en place, que de toute manière, tout ça ne pouvait pas exister sous l'eau, qu'il n'y avait pas de stratigraphie et que par conséquent, ça n'avait pas d'intérêt. Donc les fouilles avaient été interdites. Je les ai menées quand même. Ensuite, je voudrais, pour terminer, parler de diffusion et de médiation, mais avant, je souhaite parler de la question de l'élargissement méthodologique du travail que nous avons pu faire. Alors, ça paraîtra probablement très banal, parce qu'aujourd'hui, là, nous venons d'un colloque où on donnait des résultats de fouilles de la Drôme, par exemple, dans la région de Valence, et j'ai été frappé de la qualité des fouilleurs, qualité de présentation, mais aussi l'élargissement méthodologique, la manière dont les paléosciences sont associées maintenant de façon systématique. Mais je rappelle qu'à cette époque-là, ça n'était pas le cas, et surtout pour le Moyen-Âge. Il y avait encore une préoccupation scientifique pour la préhistoire, dans une moindre mesure pour les époques classiques, mais pour ce qui concernait le Moyen-Âge n'était pas considéré comme digne de l'archéologie, et quand nous étions en présence des hiérarques de la science historique du Moyen-Âge, comme il disait, mais vous y croyez, vous, à votre carbone 14 ? Oui, on peut y croire aussi. Voilà. Alors, très rapidement, un haut fond littoral sur le bord d'un grand lac. Sur le bord d'un grand lac, c'est quand même 7 km de long, hein, c'est pas rien. Et sur ce haut fond littoral, temporairement sous l'eau, temporairement
à sec, eh bien, un ensemble de vestiges, de pieux, de morceaux de bois, de toutes sortes de choses, dont la première question qui se pose est leur chronologie. Et là, nous avons très rapidement été amenés à travailler sur la dendrochronologie en relation avec le graben 14, en relation avec la typologie, etc. Je passe les détails, mais nous sommes arrivés à des datations extrêmement précises qui constituent aujourd'hui, puisque nous avons eu la chance de trouver ensuite des bois postérieurs et des bois antérieurs au site archéologique, une des échelles de référence pour la France de l'Est. C'est le laboratoire de dendrochronologie de Besançon qui a travaillé. Et donc sur ces cernes de bois, de chêne, puis ensuite de hêtre, nous avons pu établir une chronologie très précise. J'assure tout de suite les choses en disant que c'est cohérent avec le monnayage, cohérent avec tout le reste, et ça nous donne une date de fondation du site en 1006-1007 et une date d'abandon et de destruction vers 1030. J'ai réglé le problème de la chronologie. Alors ensuite, il y avait le problème difficile de l'archéologie subaquatique. À l'époque, on n'avait jamais fait de fouilles subaquatiques stratigraphiques. Or, le problème que nous avions, c'était non seulement de trouver de beaux objets, ça, à la rigueur, c'était à la portée de tout le monde, mais d'essayer de comprendre l'histoire interne de ce site. Et c'est vrai que lorsqu'on a une échelle chronologique aussi courte, une trentaine d'années, ça devient presque un palimpseste annuel. Je veux dire, on peut presque établir parfois des datations aux 10 ans près à l'intérieur des couches. Donc on a essayé de mettre au point une méthode avec des moyens qui étaient très faibles à l'époque, de plongée, de mise au point de systèmes de topographie adaptés, et vous voyez ce que cela donne en images. J'insiste également sur le fait que dès l'origine, nous avons voulu travailler sur la question de l'environnement, c'est-à-dire comprendre, puisque nous avions la chance d'être dans un lac alpin avec des versants extrêmement abrupts et par conséquent des versants nord, des versants sud qui avaient des expositions très différentes et aussi une pédologie différente. Nous avons voulu essayer de comprendre très vite, puisque nous trouvions énormément de vestiges organiques et en particulier de restes alimentaires de toute catégorie. Nous avons voulu essayer de comprendre comment le terroir s'était développé. Alors nous sommes partis d'une idée simple, c'est que les quelques 1000 troncs de chêne et de hêtre, 1000 troncs de chêne et de hêtre qui ont été utilisés pour la construction et que nous pouvions dater évidemment au fur et à mesure de leur utilisation par la dendrochronologie relative, cette fois-ci pas absolue, nous pourrions essayer de comprendre en mêlant, si vous voulez, les critères d'exposition, les critères de sol et les critères de dimension, de surface, quelle était l'organisation du terroir. Et nous sommes arrivés à une compréhension qui n'est évidemment pas fine au champ près, mais qui donne quand même l'implantation des différents espaces utilisés pour les différents usages qui étaient nécessaires. C'est rare de pouvoir le faire, en tout cas c'était rare à l'époque, et c'était évidemment précieux. Alors, une méthodologie sophistiquée, tout est prélevé, tout est tamisé, tout est identifié, mais le problème, c'est que c'est très lent. Et c'est l'un des problèmes que nous avons eu avec l'administration, qui ne comprenait pas que parfois, étant donné la richesse des couches, on était obligé de travailler, de faire 10 mètres carrés dans un mois. C'était néanmoins la seule solution pour pouvoir tirer parti de ce site qui, à l'époque, je vais y revenir, était totalement unique. Donc, tamisage systématique, prélèvement de tout, comptabilisation, et puis ensuite, au bout de la chaîne, toute une série de spécialistes qui ont travaillé, y compris sur les génomes des taxons prélevés, etc., ce qui nous donne évidemment des informations précieuses. Alors, première question, palafite ou donc cité sur pilotis ou sur terre ferme. Vous voyez les images traditionnelles des reconstructions picturales ou des reconstructions en vrai. Nous avons travaillé beaucoup sur la question de la mise en place des poteaux, de l'implantation des madriers horizontaux, et nous nous sommes rendus compte que ça ne pouvait fonctionner qu'à condition d'avoir été dans un milieu palustre, dans un milieu
disons très humide, mais pas dans un milieu lacustre. On a même fait des expériences qui ont montré que planter un poteau de chêne de 12 mètres de long et de 40 cm de diamètre à partir d'une barque, 2 barques, 3 barques, 5 bras, 10 bras, 20 bras, ça ne marchait pas. C'est nous qui passions par-dessus bord, mais le pieu ne se plantait pas. Et ensuite, quand on a travaillé sur les stratigraphies, on a découvert effectivement un ensemble de signaux, dont je ne vais pas vous détailler la liste, qui nous permettent de montrer que c'était planté à sec. Ce qui déjà est une performance extraordinaire, parce que ce ne sont pas on ne fait pas des trous de poteaux pour mettre ensuite des poteaux dedans, c'est les poteaux qui sont plantés dans la craie lacustre. Alors, l'une des questions qui est tout de suite arrivée, c'est celle du climat. S'il y avait variation de niveau du lac, à quoi étaient dues ces variations de niveau du lac? Elles pouvaient être anthropiques, elles pouvaient être anthropiques à cette époque, avec un lac de 7 km de long et 1 km de large. Vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas faire des grands travaux pour abaisser le niveau du lac, planter des choses et revenir. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Alors on a beaucoup travaillé sur une question qui reste aujourd'hui un élément de débat. Je ne vais pas vous dire que c'est sûr. Nous avons un petit différend avec une partie des paléoclimatologues. Certains sont d'accord avec nous, d'autres ne le sont pas. Ça fait partie des choses à travailler encore, c'est tout. Mais enfin, en tout cas, pour moi, les choses sont claires. Je suis toujours très simplificateur lorsqu'il s'agit d'interprétations de ce genre. Nous avons travaillé sur toutes les courbes possibles de dendroclimatologie, celles sur place, à plus longue distance. Nous avons essayé aussi, et nous avons réussi à mettre au point, enfin je dis nous, une partie de l'équipe, du laboratoire de Besançon, un travail sur les cernes du hêtre et non plus seulement du chêne, ce qui nous a donné tout de suite une centaine d'échantillons de plus. On travaille là sur des centaines de prélèvements. Donc ça donne une sécurité, si vous voulez. Et donc ce que l'on voit, c'est que ce fameux petit âge glaciaire, précédé par ce petit optimum climatique, eh bien on peut, avec une variation de 50, 100 ans, suivant les lieux, parce qu'il peut y avoir aussi un gradient qui est lié à l'altitude et à la position par rapport au cycle climatique, nous arrivons toujours à peu près à la même chose. Vous le voyez sur le premier schéma en haut à gauche, il y a un pic autour du 10e, 11e siècle, qui peut lui-même être subdivisé ensuite de façon plus précise, et qui donne effectivement un réchauffement et un assèchement. Alors je suis prudent sur la liaison des deux termes, bien sûr, mais en tout cas un assèchement de quelques dizaines d'années. Ça correspond exactement à ce que nous trouvons, nous, puisque le site va être détruit très peu après sa fondation, une trentaine ou 35 ans après, et que très très vite on voit que l'eau remonte, sans quoi les objets de bois et de matière organique ne seraient pas conservés. D'autre part, nous avons, même si les apports sédimentaires postérieurs à cette époque sont faibles, nous en avons suffisamment pour pouvoir définir un dépôt de craie lacustre. Donc la craie lacustre étant un carbonate de calcium dissous par les eaux froides et redéposé dans les eaux lorsqu'elles se réchauffent dans le lac. Nous avons donc ici une stratigraphie qui est pertinente et qui confirme cela. Donc moi je considère qu'aujourd'hui nous avons une hypothèse sérieuse sur cette question du petit âge glaciaire. Je vais vous passer le détail, évidemment, de beaucoup de choses, mais je voudrais simplement vous montrer l'image du milieu où l'on restitue, en combinant l'ensemble des facteurs sédimentologiques, des facteurs stratigraphiques, des facteurs architecturaux, etc., l'organisation d'une sorte de presqu'île qui s'avance vers le lac, qui possède en arrière une zone palustre, qui est facilement inondable et presque tout le temps inondée. On le voit à d'autres éléments qui sont des microflagellés, des algues, etc., sur lesquels nous faisons également des déterminations. Et donc cet espace, qui est une sorte de presqu'île, en fait, est presque inaccessible s'il n'y a pas le moyen d'une passerelle. Et même lorsque c'est à sec, si on marche dans ce sédiment, on s'y enfonce.
Comme vous allez le voir, une population de cavaliers, de gens qui sont armés, etc. Pas tous les jours, bien sûr, mais je veux dire, il faut quand même arriver jusqu'au site. Ils ont établi des passerelles que nous avons retrouvées et qui permettaient de franchir cette zone palustre. Donc vous voyez se dessiner un espace qui n'est pas un village, qui est une structure construite géométrique à laquelle on accède d'une manière défendue, d'une manière défensive, et voilà, sur un plan plus précis, l'organisation du site. Vous avez une palissade grossièrement rectangulaire. Je dis grossièrement parce que pour deux raisons. D'abord parce qu'elle n'est pas absolument rectangulaire, et puis d'autre part aussi parce que la topographie en milieu aquatique, à l'époque où nous l'avons pratiquée, se heurtait à deux difficultés. Premièrement, il n'existait pas à ce moment-là de théodolite ou d'appareillage allant sous l'eau. Et deuxièmement, à cette époque, le lac était extrêmement pollué. D'ailleurs, nous tombions malades chaque année, plusieurs fois dans la saison de fouilles, était extrêmement pollué. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a supprimé les porcheries, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est un lac limpide avec des salmonidés à l'intérieur, etc. Alors qu'à l'époque, c'était un véritable bouillon de culture. Donc, on n'y voyait pas à 2 mètres. Et donc, c'était extrêmement difficile, évidemment, de faire les choses. Aujourd'hui, ça s'est rétabli. Alors, donc, nous avons une structure défensive quadrangulaire, une sorte de rectangle. À l'intérieur, un bâtiment central qui est carré, qui est, vous allez le voir, une espèce de tour, 2 bâtiments latéraux, des annexes, une passerelle qui permet d'y accéder, et puis du côté nord, c'est-à-dire du côté des vents dominants et du côté du flottage, un atelier de charpenterie où on a façonné, et on en trouve des mètres cubes de copeaux, on a façonné les bois pour construire cet ensemble architectural. Une zone de stabulation, repérable évidemment aux fumiers et animaux, etc. Voilà les reconstitutions possibles. C'est celles qui sont publiées dans le dernier livre que nous avons donné. Les 2 hypothèses sont possibles. Je pense, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas vous énumérer parce que ce n'est pas le sujet, que la vision de gauche est la plus probable. Disons pour simplifier que les fondations sont plus puissantes, le plan carré évoque plutôt une tour qu'un bâtiment d'habitation classique, etc. Bon, je passe. Et nous avons eu la chance de trouver un fragment de Tegula récupéré dans les sites romains non loin, sur lequel a été tracé à la pointe sèche un croquis que nous avons pu étudier au microscope et où on a pu déterminer l'ordre dans lequel les traits ont été gravés, qui nous montre que c'est une sorte de schéma de construction qui a dû être tracé par les charpentiers au moment de l'installation du site. Alors là, je vais aller très très vite en images parce que c'est plutôt pour vous faire plaisir. C'est qu'on a eu la chance évidemment de trouver des objets de toute nature, de tout matériau, cuir, tissu, dans une moindre mesure tissu, bois énormément, des métaux extrêmement bien conservés, qui nous donnent un aperçu, disons, d'une vie quotidienne extrêmement riche. Qu'il s'agisse de l'élevage, de l'agriculture, qu'il s'agisse, alors avec une étude sur le terroir, je vous en ai parlé, des déterminations très précises. J'ai pris cet exemple de la vigne pour dire qu'on a été capable de travailler sur les génomes des taxons et par conséquent, par exemple ici, de déterminer que la vigne qui était utilisée à Charavy n'était pas une vigne d'importation mais une vigne locale, ce qui donne aussi une confirmation sur un aspect climatique qui était meilleur qu'aujourd'hui. Et surtout, on a pu déterminer son apparentement à un vignoble connu qui est donc la Mondeuse Blanche, qui est pour les connaisseurs, c'est un vin blanc de Savoie, mais ça peut donner aussi du rouge, et puis je pense qu'à l'époque, ça donnait surtout une piquette. Voilà.
Donc, reconstitution des terroirs, réflexion sur les... voilà, on va très très loin dans la compréhension. Par exemple, une des questions qui pouvait être posée, c'est est-ce que les animaux stabulaient là ou est-ce qu'ils étaient ailleurs et que le site n'était qu'un site seigneurial? Eh bien, par exemple, on trouve dans les fumiers lacustres, c'est-à-dire dans ce que les archéologues appellent fumier lacustre, la matière organique complexe qui tapisse les sols dans les sites inondés. On a pu retrouver, par exemple, des fossiles, des larves fossiles ou des œufs fossiles de larves, de parasites et de parasites intestinaux, des cochons, des chevaux, etc. Donc on sait, par exemple, où était l'écurie parce que on a trouvé non seulement le bâtiment, mais on a trouvé aussi, par exemple, les parasites intestinaux spécifiques du cheval, comme les Fasciola hepatica et la grande douve de cette... voilà. Évidemment, tout ce qui sert à pêcher, à se balader, si je peux dire, sur le lac. Et une chose très particulière aussi, des céramiques qui possèdent un fond marqué en relief et dont la cartographie est extrêmement précise. Vous l'avez sur la partie gauche de l'image. Vous voyez, globalement, c'est le Bas Dauphiné avec Charavine au milieu, et ça va jusqu'à Lyon, ça va jusqu'à Valence, et ça va jusqu'à Chambéry, et pas au-delà. Je crois qu'on vient de découvrir, d'après ce que je sais, j'ai appris cette semaine, 2 ou 3 tessons sur le lac d'Aiguebelette. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours dans la même zone. Et on a trouvé des ateliers de fabrication du côté de Valence. Et on en cherche, on en a trouvé dans l'Ain. Et on en cherche évidemment tout près de notre site, mais qu'on n'a pas réussi pour l'instant à retrouver. Et ça sera le travail des successeurs. Ces céramiques à fond marqué sont extrêmement nombreuses, plus nombreuses que dans tous les sites de cette époque fouillés jusqu'à présent, et ça nous fait pencher pour une hypothèse liée à l'organisation castrale et féodale. J'y reviendrai rapidement. Mais vous voyez qu'il y en a partout sur le site, vous voyez sur l'image du bas à gauche, il y en a partout sur le site de toutes sortes de modèles et qui sont, dans certains cas, comme on dirait pour des monnaies, à fleur de coin. C'est aussi le matériel organique, le matériel métallique, la vaisselle, c'est le matériel artisanal pour le bûcheronnage, la charpenterie, c'est le matériel pour la fabrication des tissus avec les métiers à tisser, les fragments de tissu, toute la chaîne opératoire de la laine et du lin, la cordonnerie, les bijoux, les parures, la toilette. Et j'attire votre attention sur le petit objet qui a l'air tout à fait médiocre à droite, en haut, qui est une bouterolle en étain, qui est frappée des deux côtés d'une image de gourde et d'une initiale que nous interprétons comme Jesus, Salvator, Omnipotens et Christus. Donc, il n'y a pas vraiment de doute. Et évidemment, pour ceux qui connaissent l'archéologie du Moyen-Âge, c'est probablement le plus ancien symbole de pèlerinage, d'un signe de pèlerinage que nous ayons. Et il y en a eu énormément, bien sûr, au XIIe, au XIIIe siècle, très différents. Mais là, nous sommes vraiment dans les tout premiers éléments de ce type. Des bijoux, tout ce qu'il faut pour faire la musique, qu'il s'agisse de trompes, de flûtes de Pan, etc. Les jeux d'échecs, le matériel d'équitation en très grand nombre. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. On va parler de l'armement, mais le matériel d'équitation en très grand nombre, c'est-à-dire que nous avons une quinzaine ou une vingtaine d'éperons, je ne me souviens plus le nombre exact, mais c'est de cet ordre. Et vous voyez, étant donné le caractère précieux de ces objets qui sont souvent décorés d'argent ou d'étain, ce sont pas des paysans, quoi. Hein, ce sont pas des paysans. Et d'autre part, ça veut dire que toute la cellule sociale qui est là est une cellule sociale de type aristocratique. J'insiste aussi sur les boutrolles, les décors de harnais de tête de cheval
étamés, qui sont particulièrement beaux, avec des inclusions de pâtes de verre colorées. Certains sont mieux conservés, d'autres un peu moins. Évidemment, là aussi, nous avons affaire à quelque chose de très, très original. Pour terminer sur cette série de l'équitation, je montrerai un arçon de sel décoré avec un symbole que les spécialistes de l'art du XIe siècle, de l'art religieux, connaissent. Vous voyez en bas un chapiteau de Vignerie, par exemple, qui est exactement du même type. Vous avez la croix, de part et d'autre de laquelle deux lions sont affrontés. Ces lions ont une queue se terminant par une sorte de trèfle, une sorte de tricuspide, là. Et donc, c'est une représentation à la fois de la Trinité. Enfin, on connaît ça dans l'archéologie religieuse. Évidemment, là aussi, ça nous renseigne. Un cavalier qui se baladait avec sa lance, son écu, ses éperons, hein, je remets tout ça en place maintenant, son épée au côté, sa lance à la main, et qui avait ça sur sa selle devant lui, ce n'est pas un barbare, je ne sais pas quoi, c'est un chevalier avant la lettre, c'est un cavalier, et vous l'avez sur la Bible de Saint-Sever à droite, où vous avez une représentation d'un arçon de sel de ce type, qui là n'est pas décoré de manière religieuse. Alors, l'armement, les lances, les arbalètes, une signature, une galerie que nous n'avons pas retrouvée, puisqu'elle a été perdue. C'est une collection ancienne, mais fort heureusement, nous avons une image. Donc, une galerie, c'est un atelier de forgerons spécialisé dans la fabrication des épées en Rhénanie. Et la carte de répartition que je ne vous ai pas mis là, c'est essentiellement septentrional. On va le trouver en Allemagne, on va le trouver jusque dans la Scandinavie, on va le retrouver jusqu'aux marges du territoire slave. Mais par exemple, vers le Midi, c'est l'exemple le plus méridional et très largement que nous ayons trouvé. Ce qui nous donne déjà une indication, mais vous devez peut-être déjà le deviner, d'une provenance de ces gens plutôt du nord que du sud. Ce sont pas ils n'avaient pas l'accent du Midi. Voilà. Alors, quelques éléments, puisque je n'ai parlé que d'un site, celui que nous avons fouillé, mais il y en a, comme je vous ai dit, deux autres. Un qui est détruit, qui est à 27 mètres de profondeur, donc à une profondeur inexploitable pour nous. Et d'autre part, comme le site a glissé, il s'est retourné, il s'est bouleversé, et par conséquent, il n'y a plus de stratigraphie en place. Donc, il est détruit au moins, et de toute manière, il est en réserve pour l'avenir, il est bien protégé. Personne n'ira le toucher. Un autre se trouve au nord, celui qui était connu au XIXe siècle, et celui-là, malheureusement, a été quasiment détruit. Vous le voyez en photo aérienne. Toutes les parties claires, ce sont des tranchées qui ont été faites pour récupérer les bois, que l'on passait ensuite à l'étuve pour en faire des charpentes des châteaux des environs. Donc tous les châteaux des environs sont pourvus de charpentes de l'an 1000. C'est pas la peine de faire de dindro sur pour dater les châteaux. Hein. Ça montre aussi quelquefois les surprises qu'on peut avoir. Ce qui évidemment a bouleversé considérablement le site, et ça ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, avec les modifications du climato-météorologique ou météo-climatique, eh bien, les sites sont de plus en plus exondés. Et par conséquent, ils se détruisent à très très grande vitesse. Vous voyez une photo en haut à gauche du site en étiage d'été. Ça veut dire que tout le monde vient gratter sur place, ramasse des éperons, des fers à chevaux, etc. Et que le site se détruit peu à peu. Et puis l'érosion, de toute manière, contribue aussi à cela. Ces sites sont promis à la disparition. Alors très très peu de comparaisons. On vient de découvrir... Je sais ça depuis 3 jours, quelque chose au lac d'Aiguebelette, donc un autre lac alpin qui pourrait appartenir à la même période, mais les archéologues du département des recherches archéologiques sous-marines et subaquatiques, monsieur le directeur, qui l'ont découvert il y a 20 ans, se sont bien gardés de le dire, ont laissé ça dans des archives, et par conséquent, nous venons de perdre 20 ans d'éléments comparatifs, simplement parce que les archéologues de l'État n'ont pas jugé utile de partager leurs découvertes. Comme quoi,
il y a encore des progrès à faire. Alors, je reviens, je cesse mes critiques acides, mais je l'ai un peu mauvaise quand même. Bon, ça me fait du bien. Voilà. Et je reviens à mes moutons, si je peux dire, avec quelques comparaisons, ça va être très vite fait. La mode de Pineuil, qui vient également d'être publiée. Nous venons de publier notre livre l'année dernière, et Pineuil vient d'être publié là à l'instant. Donc nous faisons d'ailleurs l'année prochaine un colloque pour réunir tous les archéologues qui ont travaillé sur ces deux sites, plus encore un autre. Et vous voyez quelques éléments de comparaison où vous voyez la force des structures. Et là, il s'agit d'une mode castrale, clairement. Une mode castrale qui est le point de départ d'un lignage chevaleresque qui va être ensuite inféodé à une abbaye, l'abbaye Sainte-Foy de Conques, et par conséquent, nous avons des textes. Nous avons le nom des chevaliers qui ont utilisé ce site et y ont résidé. Malheureusement, c'est un site que j'ai contribué à sauver parce que la direction de l'archéologie m'avait demandé d'intervenir. C'est un site qui est sur le tracé d'une bretelle autoroutière, je ne sais pas quoi, et donc les archéologues avaient eu un temps de fouille extrêmement court. Ils étaient tombés sur quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ils étaient dans la difficulté. On a réussi à obtenir, je crois, quelques mois de rallonge, mais pas assez. Et le site donc est aujourd'hui en partie détruit, en partie quand même conservé sur un côté. Et donc il pourra y avoir encore peut-être des fouilles, mais je ne le crois pas parce que la nappe phréatique va être abaissée par le creusement des fossés de la route. Et par conséquent, je pense que la destruction va se faire à grande vitesse. Alors je parlais de la mode de Pineuil. Ça doit être... C'est dans le sud-ouest... pas très loin d'Angoulême. Voilà. Et je parle aussi de sites tout à fait intéressants qui sont les cranognes d'Irlande et d'Écosse, qui sont très très nombreux et là sur lesquels on a une chronologie très large, c'est-à-dire les premiers remontent au 3e, 4e siècle, les plus récents remontent au 15e siècle et on sait que ce sont des habitats secondaires de familles nobles qui ont leur résidence principale à proximité, mais qui peuvent venir là en cas de conflit ou bien pour d'autres raisons, peut-être tout simplement pour aller à la pêche, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sont des sites aristocratiques. Dans tous les cas, nous avons même un cas d'un roi identifié, un roi gaélique. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de faire aussi la comparaison avec ça. Je précise que par ailleurs, dans tous les lacs de Suisse, dans tous les lacs d'Italie du Nord, dans tous les lacs des Alpes, nous n'avons pas de sites comparables, malgré l'intensité des prospections qui n'ont pas été faites par des médiévistes, mais par des proto-historiens et préhistoriens. Et sauf l'exemple sinistre que j'évoquais tout à l'heure, on peut penser que s'il y avait eu quelque chose de découvert, nous l'aurions su. Alors, je termine en faisant maintenant un pas vers l'histoire. Pourquoi ? Parce que... pour deux raisons. D'abord parce que très souvent nous sommes complexés lorsque nous avons des interprétations sur des sites de ce type aussi riches. Nous sommes complexés. Que devons-nous tirer comme conclusion sur le niveau social, sur l'organisation du territoire, etc. Deuxièmement, parce que pour le Moyen-Âge, lorsque nous sommes en face des gens des archives, les gens des archives, ils connaissent mal l'archéologie, et comme on m'a parfois dit, vous y croyez, vous ? Bon, on n'y croit pas, on travaille et puis on essaye de comprendre. Ici, nous avons essayé d'élargir la recherche à l'ensemble des seigneuries des environs. Ce en quoi nous avons eu l'opposition du ministère de la Culture, qui nous a dit « mais vous êtes les pieds dans l'eau, c'est très bien, restez-y ». Bon. Alors on y est resté, mais on a quand même fait quelques fouilles un peu dans les environs, travaillé sur tout ça, et découvert un ensemble de modes castrales qui correspondent pratiquement toutes au début d'un lignage chevaleresque, parfois très important, de niveau vicomtal. Donc les petites
pyramides rouges que vous voyez sur la carte, ce sont des mottes castrales, et vous voyez qu'elles sont particulièrement concentrées vers le sud du lac, c'est-à-dire vers l'emplacement du site que nous avons fouillé. En fait, nous avons déterminé, grâce à des fouilles, sur le site du Châtelard, que ce site prenait la suite exactement du site de Charavine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inférer que les gens sont passés de l'un à l'autre. Personne ne nous permet de le dire. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que les sites du lac sont abandonnés au moment où les mottes castrales sont occupées. Ce qui laisse quand même une bonne hypothèse sur le transfert de cette société, disons, chevaleresque, c'est pas le mot mais militaire, si vous voulez, vers les mottes castrales, qui elles sont clairement des sites proto-féodaux, qui vont ensuite, en plus, être dominés et asservis en quelque sorte par la seigneurie montante du coin, qui est la seigneurie de Clermont. Et cette seigneurie de Clermont, c'est une seigneurie qui va aller très très loin, puisque les Clermont-Tonnerre, la dernière famille de ministres de Louis XVI, vont être des descendants de cette famille. Donc c'est pas rien du tout. Donc c'est Clermont, devenu Clermont-Tonnerre, etc. Ils ont pour base une motte castrale qui est immédiatement consécutive au lac de Paladru. Ça nous a évidemment, au fil du lac de Paladru, ça nous a évidemment inspiré toute une réflexion. Nous avons fait des fouilles, nous sommes aperçus que la cartographie des mottes castrales, qui était totalement inconnue lorsque nous avons commencé, était extrêmement dense sur la rive gauche du Rhône, et en particulier dans l'Isère, et qu'elle était beaucoup plus légère dans des territoires de plus grande concentration des pouvoirs régaliens. En réalité, il s'agit d'un phénomène un petit peu semblable à celui de ce que va trouver Guillaume le Bâtard lorsqu'il prend la tête du duché de Normandie, c'est-à-dire qu'il y a, dans une période de vacances, en quelque sorte, du pouvoir, puisqu'on était sous l'autorité des rois de Bourgogne, qui étaient des rois sans enfants, qui vont laisser leur place aux empereurs d'Allemagne. Les empereurs, ils sont bien loin, ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de pouvoir central organisé. Et donc, il y a tout un ensemble de mottes castrales, c'est-à-dire de lieux de pouvoir privés, qui se développent et qui va donner ce morcellement extrême de la féodalité locale, qui en plus de ça va prendre appui sur l'existence de grands alleux, de grands territoires libres de tout droit, qu'ils vont accaparer en quelque sorte, et les lacs en sont évidemment un des éléments majeurs. Voilà donc ici le royaume de Bourgogne et de Provence vers l'an 1000, avant son intégration à l'Empire allemand en 1033, et puis le comté de Sermorens dont nous faisons partie, avec le lac de Paladru que vous voyez en haut à droite, tel qu'il se dessine avec les différentes seigneuries pour lesquelles on a un texte merveilleux, puisqu'il y a eu une guerre féodale au XIIe siècle, que le pape a tranché, a donné 12 seigneuries aux uns, 12 seigneuries aux autres, et donc on a la chance d'avoir une énumération, des descriptions, etc., qui sont rarissimes pour cette période. Voilà, donc c'est un petit peu notre conclusion, c'est que nous avons là finalement un cas particulier où l'archéologie rejoint l'histoire. Et c'est pas évident, puisque nous n'avons aucun texte sur ces habitats lacustres. Mais grâce aux mottes castrales et grâce à la géographie féodale et aux nombreux textes que nous avons après, nous savons à peu près ce dont il s'agit. C'est un fisc royal, c'est une zone fiscale, c'est une zone de droit réservé, comme tous les lacs alpins. Comme tous les lacs alpins, ce sont des zones réservées au roi, qu'il inféode ensuite, dont il donne l'usage à ses seigneurs défendeurs de ses frontières, en l'occurrence la seigneurie de la Tour, qui deviendra la dernière famille de dauphins avant l'intégration au royaume de France. Et nous savons donc maintenant qu'il s'agit tout simplement d'un parti colonial, d'une colonisation de peuplement et d'une colonisation militaire, c'est-à-dire ça nous fait rejoindre des schémas du Haut Moyen-Âge, pratiquement, du point de vue de l'organisation des pouvoirs et de la délégation de pouvoir.
Donc Berlion de la Tour, qui est un vicomte de Vienne, qui est dans l'entourage immédiat des archevêques de Vienne, qui sont quand même les plus puissants prélats de l'époque avec l'archevêque de Lyon, et même davantage. On peut penser qu'il s'agit de ministériales, de ministériaux, comme ceux de Hausmir, comme ceux de Husnach-Knupp, comme ceux d'Altenberg, qui a été publié très récemment, ce qui expliquerait évidemment leur double fonction militaire et économique. Ils sont installés dans un territoire pour le tenir et pour le mettre en valeur. Évidemment, ce ne sont pas des paysans. Il y a quelque part un habitat paysan. Alors c'est une autre histoire, je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais nous avons de sérieuses probabilités que les 3 églises voisines des 3 châteaux où sont les 3 villages actuels, qui sont toutes les 3 dédiées à Saint-Pierre, sont soit tout simplement les églises correspondant à la fondation des villages contemporains de nos habitats aristocratiques. Alors, je terminerai par simplement un rappel, une colonisation d'un type banal. Nous avons des textes, par exemple la charte 16 du cartulaire de Saint-Hugues, qui est un évêque de Grenoble, qui est d'ailleurs d'une famille delphinale, et qui explique que voilà, il a fait venir des habitants pour habiter les châteaux, il a fait venir des paysans depuis des terres lointaines, pour travailler les terres, ad laborandum terras, et pour habiter des châteaux, castra ad habitandum. Donc vous voyez, là, on a vraiment une description, elle est très peu postérieure et elle est tout à fait acceptable. Deuxième conclusion, 3 habitats médiévaux sur le même lac. Alors, aucun, j'ai mis maintenant un point d'interrogation, je l'ai rajouté cette nuit, puisqu'il y a peut-être quelque chose ailleurs, mais en tout cas, ça reste rarissime. Sur les quelques 20 autres lacs glaciaires des Alpes, en Italie, France et Suisse. Un marqueur paléoclimatique très probable, conditions d'arrivée, conditions de départ, liées à des modifications microclimatiques, mais qui peuvent traduire quelque chose de plus ample. Une technologie architecturale complexe, normalisée, commanditée par une autorité. Pour moi, c'est clairement les vicomtes de la Tour. Je précise que, je ne l'ai pas dit parce qu'il y a énormément de choses que je n'ai pas dites, mais tout est mesuré de façon précise. Nous avons la toise, nous avons même retrouvé des éléments métriques, c'est-à-dire des bâtons sur lesquels sont inscrits des numérations et qui nous permettent de savoir quel est le pied, qui est juste l'ancêtre du pied delphinal, qui est antérieur évidemment au pied royal. Une société coloniale pluriactive, évoluant vers 1035, création des modes castrales, organisation des mandements. Les mandements en Dauphiné et dans cette région, c'est les châtellenies, si vous voulez. Une étude archéologique qui reste incomplète, j'insiste, malgré ces quelques 45 ans de travaux, ça reste incomplet. Nous n'avons pas les églises, nous n'avons pas les cimetières. Il faudrait fouiller davantage les mottes castrales et les châteaux. Et je termine en disant cela, des sites aujourd'hui en voie de destruction par érosion, avec la baisse des eaux consécutive à l'évolution météo-climatique actuelle. Alors on m'avait demandé de faire un petit dégagement sur la question de la mise en valeur. Le combat a été rude pour obtenir qu'un musée se fasse. Alors j'ai pris une décision dès le début. Il n'y aurait pas de musée autonome à Charavine, au lac de Paladru. Les conditions n'étaient pas réunies de sécurité des collections. Donc, nous avons convenu que toutes ces collections seraient dans le musée central, le musée dauphinois à Grenoble, qui est une grosse institution, qui a plusieurs conservateurs. Bon, ça va de moins en moins bien, parce qu'avec les réductions de moyens, évidemment, ils ont de moins en moins de potentiel, mais quand même, ça reste une institution solide qui a 150 ans d'existence et qui ne va pas se détruire demain. Donc la collection est clairement sécurisée. C'est l'image que vous avez sur la gauche, c'est ce musée dauphinois dans le site d'une abbaye. Et nous avons accepté de faire un musée à Charavine, enfin plus exactement à l'autre bout du lac, à Paladru, mais ce musée n'a que des dépôts des collections du musée dauphinois, ce qui fait que s'il y a un problème de sécurité,
parce que je les connais, les Lascars. Demain, s'il y a intérêt à faire autre chose, pour l'instant, ça marche très bien. Il y a un nombre de visiteurs considérable, etc. Ça leur fait de la pub, ils sont très contents. Bon, ils avaient oublié qu'il y avait des archéologues, mais enfin, ils ont compris qu'il y avait des objets et que ça attirait le monde. Donc, ils ont fait un mauvais musée, mais les collections sont conservées. Je dis mauvais musée parce que la problématique historique est totalement gommée. Ils ont mis des objets dans des vitrines, alors les cuirs avec les cuirs, les godasses avec les godasses. Bon, mais c'est pas comme ça qu'on fait un musée, bien entendu. Mais ça a le mérite d'être sauvé, d'avoir des gens qui s'en occupent, des visiteurs. Après tout, que demande le peuple. Voilà, alors, j'espère que je n'ai pas été trop long, et bien entendu, on répondra tout à l'heure aux questions que vous voudrez. J'insiste sur le fait que j'ai accepté de venir faire cette présentation, mais je ne suis pas très fier du résultat, parce que je considère que cette fouille, aujourd'hui, quand je vois la qualité de la recherche archéologique que font les archéologues d'aujourd'hui, bon, mais à l'époque, il fallait tout prouver, tout démontrer, et nous n'avions pas les moyens nécessaires. J'ai fait cette fouille en 40 ans, avec moins de moyens qu'une fouille programmée aujourd'hui en 2 ans. Voilà, donc si vous voulez, et puis je vous raconte pas tout, ce qui a été les couleuvres qu'il a fallu avaler. Donc, bien entendu, c'est pas brillant, mais c'est l'état d'une recherche et aussi l'état de l'évolution d'une recherche en presque 50 ans. Je vous remercie.